Bonsoir et bienvenue à une émission de Astor on jase. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir avec nous un panel qui est venu discuter d'un projet d'envergure qui a lieu à Moncton. Ce projet qui a débuté, qu'on pourrait dire que débuté ses activités en 2015, ça a été de restaurer, de sauvegarder la cathédrale Notre-Dame d'Assomption de Moncton. Donc, aujourd'hui, je vous présente le panel. Nous avons la chance d'avoir avec nous André Bourgeois. Monsieur Bourgeois, ça va bien aujourd'hui? Ça fait plaisir de vous avoir avec nous ce soir. Nous avons Monseigneur Viano qui a accepté de venir discuter du sujet avec nous ce soir. Et nous avons également Monsieur Desjardins qui est avec nous ce soir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Ça m'a fait plaisir. Donc, pour commencer, tous ensemble, ce bâtiment, c'est un bâtiment qui est perçu comme symboliquement très important aux yeux de la communauté acadienne. Maintenant, ce bâtiment qui a été construit en 1900, la construction a débuté en 1939, le besoin, la volonté de vouloir un établissement de ce genre pour la communauté, ça vient d'où cette volonté-là? Pourquoi on avait le besoin de vouloir ça dans notre communauté? Ça provient d'où, selon vous? Bien, disons, si on fait un petit peu l'historique, en 1912, oui, on a permis une paroisse francophone dans la ville de Moncton. À ce moment-là, le diocèse de Moncton n'existait pas. On était sous le diocèse de Saint-Jean. Et Monseigneur Marcel-François Richard de Rogersville avait fait 3 voyages à Rome pour demander, au début des années 1900, qu'on ait des évêques acadiens de nommer. Parce que la grande population de Nouveau-Brunswick, de catholiques, étaient des Acadiens francophones, et c'était toujours des évêques anglophones qui étaient nommés. Okay. Alors, en 1910, on a nommé un premier évêque francophone à Saint-Jean, Monseigneur Édouard Leblanc. Et lui, en 1912, a décidé qu'il y aurait une paroisse française dans la ville de Moncton. Il y avait des paroisses françaises partout ailleurs, même en Cook, chez Diac, partout autour, qui fleurissaient, mais dans Moncton, il n'y en avait pas. À ce moment-là, aller jusqu'en 1912, les Français acadiens de Moncton étaient partis de la paroisse de Saint-Bernard. Et puis, c'était le curé de Saint-Bernard qui était bilingue, qui leur disait une messe à l'occasion, à chaque fin de semaine, mais souvent au soubassement de l'Église. Parfois, ça pouvait aller à l'autre niveau. Et à un moment donné, en 1912, eh bien, on a décidé de fonder une paroisse, Notre-Dame de l'Assomption. Okay. Et on a bâti ce qu'on appelle une église crypte, qui était une petite église qui allait au sous-sol, et puis il y avait quelques petites choses au-dessus, au niveau de la terre. Et ça a été en 1936 qu'on a décidé, Rome a décidé qu'on aurait 3 diocèses français à Moncton, et on l'a nommé l'archidiocèse de Moncton, parce qu'après qu'on a eu Bathurst, Edmundston, fini avec 3 diocèses francophones. Et lorsqu'on a nommé le nouvel archevêque, Monseigneur Arthur Melançon, lui est arrivé à Moncton, il a décidé que cette église crypte-là, ça deviendrait le lieu de la cathédrale. Et là, il a bâti la cathédrale en fin 1938, 39, 40. Alors, c'est de là un peu l'histoire qu'on est arrivé à ce monument-là. Et puis lui, il l'a nommé tout de suite Monument de la reconnaissance. Okay. Voulant montrer la résilience des Acadiens depuis toujours. Les Acadiens ne s'étaient pas laissés abattre. Les Acadiens étaient toujours là, qu'ils étaient forts, qu'ils étaient là comme peuple. Et donc, ce monument-là de la cathédrale, bâti dans 18 mois, pareil bâtiment, eh bien, montrait l'effort des Acadiens. Il faut ajouter que ce sont les Acadiens de partout qui l'ont bâti. Les gens, même de la Louisiane, ont fourni. Les gens de partout, il y avait des Acadiens envoyés à ce moment-là $1, $5, $10, c'était des gros montants pour l'époque. Et il y a eu 13 000 contributeurs, dont on a la liste. Alors, c'est ça qui a... Pourquoi cette cathédrale-là est si importante au niveau simplement historique? OK, puis c'est justement, j'allais me poser la question sur qu'est-ce qui était peut-être le rayonnement de l'importance de la cathédrale. Jusqu'à où l'importance serait portée dans l'Acadie, parce que c'est quand même quelque chose qui est grand, qui est quand même assez difficile, qu'on pourrait dire qui est quand même difficile à décrire, vraiment comme nommé comme qu'est-ce qui est de l'Acadie. Puis je me demandais justement jusqu'à où ça avait porté. Puis là, vous expliquez qu'il y avait des gens de jusqu'à
la Louisiane. De partout. Je pensais peut-être que ça aurait même pu être limité à la province ou quelque chose. Non, ça Ils avait ont été sollicité partout, la Nouvelle-Écosse, partout, il y avait des Acadiens, on a une liste de contributeurs, ils ont travaillé pour bâtir ça, parce que c'était au fond le premier diocèse francophone acadien, et puis c'était aussi la première fois qu'on bâtissait une cathédrale à l'intérieur du peuple acadien. Alors, ça avait toute une signification à ce moment-là. OK. Puis, il y a quelque chose aussi que je trouve qui est important à souligner de cette cathédrale-là, puis que c'est quelque chose que je n'avais aucune idée auparavant, avant que je voie le documentaire. On a bâti une cathédrale. Et c'est la quantité de vitraux à l'intérieur à l'effigie de femmes et également où il y a des autochtones à l'intérieur de certains vitraux. Quelque chose qu'on voit, mon Dieu, que je vois pas, que j'ai pas perçu énormément dans d'autres cathédrales, plutôt d'autres églises de la région. Puis je me posais cette question, ou peut-être que vous auriez peut-être la réponse pour moi. D'où ça vient cette culture-là de placer la femme dans les vitraux et ainsi aussi des peuples autochtones dans les vitraux, parce que c'est quelque chose que j'avais pas l'habitude de voir. Je sais pas si... Pour la question des femmes, c'était exceptionnel. Ouais. Ça se faisait pas dans le commun des cathédrales, ça se faisait pas. Il ne faut pas oublier que Monseigneur Arthur Melançon, c'était un homme de vision. C'était un visionnaire, c'était un homme qui pensait beaucoup, qui réfléchissait beaucoup. Alors, pour placer les femmes comme ça, il a pris 7 femmes figures de l'Ancien Testament d'un côté, puis de l'autre côté du vitrail, il a mis la Vierge Marie, puis il a donné des paroles qu'elles ont données, puis des paroles que Marie a données. Alors, c'est l'Ancien et le Nouveau Testament, mais au niveau des femmes, ce qui est totalement nouveau, disons, par rapport aux cathédrales, certainement, de cette époque-là. Alors, ça vient de la vision de Monseigneur Melançon à ce niveau-là. Okay. Si je peux rajouter à ça. Oui, certainement. Non seulement dans la place que le bâtiment réserve aux femmes de la Bible, mais aussi justement aux places des Autochtones dans les mosaïques. Mais une autre chose qui est super importante, c'est que c'est la seule cathédrale, en Acadie, mais c'est très rare une église qui est à ce point-là dédiée à l'interprétation de l'histoire d'un peuple. Dans les grandes verrières de chacun des côtés, on interprète l'histoire religieuse de l'Acadie d'un côté et l'histoire civile de l'Acadie de l'autre côté. Et toutes les industries locales importantes de l'époque sont aussi représentées dans beaucoup des sculptures de pierre dans les chapiteaux en haut. Alors, on voit des représentations de locomotives, d'avions, donc les industries du transport. On voit des palourdes, des homards, alors toutes sortes de choses qui sont vraiment propres à l'Acadie et c'est assez unique qu'un bâtiment soit à ce point-là dédié à l'interprétation de la culture locale. OK. Puis, il y a quand même un aspect assez sociopolitique de la construction de cet édifice-là d'envergure. Puis, je me demandais, c'était comme un besoin. Est-ce que c'était comme un besoin nécessaire de l'Acadie de se trouver comme un, comment on pourrait dire, comme un hub, trouver comme un hub pour être capable de construire ensemble? Je pourrais dire une chose pour sûr, c'est que la construction de la cathédrale, ça a été un geste assez affirmatif de la présence de la communauté acadienne à Moncton et de l'identité du peuple acadien comme l'Acadie urbaine. C'était vraiment le centre de l'Acadie urbaine à ce moment-là. Et la cathédrale prend aussi vraiment une silhouette urbaine. Elle est construite comme un gratte-ciel, un peu une silhouette un peu comme la Empire State Building, vraiment dans la culture nord-américaine de son époque. Elle incorpore des styles architecturaux de l'époque aussi, comme l'art déco qu'on voit sur beaucoup de bâtiments modernes de cette époque-là. Alors, la cathédrale, c'est aussi un geste par lequel l'Acadie urbaine s'inscrit dans la modernité. Alors ça, c'est vraiment important. Parce que, exactement, la cathédrale, comme tu vous expliquais, a comme une architecture qui est très moderne, très contemporaine. Puis comme ça montre déjà qu'il y avait quand même une assez grande ouverture déjà de la part parce que celui qui a débuté le projet, c'était un Melançon. Monseigneur Arthur Melançon, c'est le premier archevêque de Moncton. OK, puis il y avait comme une vision assez contemporaine de quel genre de projet. Parce que comme vient de dire André, il a tellement intégré tout le côté
social en même temps que le côté religieux. Tous les métiers, les industries de l'époque sont représentés dans la cathédrale. Il y a un côté de l'histoire civile, puis il y a tout le côté de l'histoire religieuse. Alors, il y avait comme une vision d'ensemble. Et de fait, la foi et la religion se vit dans un contexte, ne se vit pas juste dans les nuages. Alors, on dirait qu'il a su intégrer tout ça. Et puis la construction, ça a été une contribution d'artisans d'un peu partout. L'architecte, c'était, rappelez-moi son nom. C'est Louis-Napoléon Audet. Oui, Louis-Napoléon Audet. Et puis le contracteur, c'est un monsieur Wheeler, Ambrose Wheeler de Moncton. Mais la plupart des travailleurs, des artisans, les sculpteurs de pierre, les poseurs de céramique, ce sont des Acadiens, des gens qui portent des noms acadiens. Mais il y avait aussi il y a aussi un sculpteur italien de Montréal qui a été embauché à un moment donné pour confectionner des statues. Puis si vous allez sur la rue Saint-Georges et vous faites face à la cathédrale, vous allez voir ces sculptures-là qui ornent le devant de la cathédrale. Donc, ça a été une collaboration vraiment intéressante de toutes sortes de personnes. La cathédrale est construite dans un temps record. C'était du jamais vu. Je veux dire, bâtir un édifice comme ça dans 1 an et demi, à peine 2 ans, je dirais, là, mais c'était quand même assez exceptionnel avec les outils de l'époque, avec les moyens de l'époque. Ouais, comment ils ont réussi à faire ça? C'est comme quasiment, c'est comme impressionnant. Là. Ouais. En 2 ans. Ouais. À peine. Il ne faut pas oublier qu'on sortait d'une récession, qu'on était encore dans la guerre, la Deuxième Guerre. Alors, il y avait une époque difficile pour tout le monde sur le plan financier. Ils ont quand même réussi à faire tout ça. Et pour ajouter peut-être ce que Michel vient de dire, beaucoup de choses faites localement, dont toute la pierre vient de la quarry de Shediac. Ah oui? Alors, cette quarry-là existe encore aujourd'hui. J'ai parlé avec une madame qui a toutes sortes de photos de ce moment-là, comment il taillait la pierre, comment il l'amenait à Moncton, etc. Alors, c'est quand même intéressant parce que c'est pas quelque chose qui nous arrive d'ailleurs, c'est quelque chose de local, mais comme dit bien Michel, avec de l'aide de gens d'ailleurs, c'est sûr, mais quand même axé sur les Acadiens. Okay. Ça a donné lieu à vraiment un mélange architectural vraiment éclectique, parce que justement, le sculpteur italien dont tu parlais, c'est celui qui a fourni la plupart des statues à l'avant de l'église, qui ont vraiment un style particulier, qui offre un contraste vraiment intéressant avec, par exemple, les statues de Claude Roussel qui sont à l'intérieur, qui est un sculpteur local, qui a aussi fait les grandes mosaïques à l'intérieur. Alors, ça donne vraiment un mélange très éclectique, non seulement de l'architecture, mais des œuvres d'art qui sont mises en valeur dans la cathédrale et dans son architecture même. Wow, c'est comme une effigie, c'est comme avant-gardiste du développement durable. C'est artistes locaux, entreprises locales, bienfaits de la population. Let's go, on pourrait la passer. Pour ça, ce monument-là est important. Ouais, puis je me demandais aussi, comme là, vous parliez, ça a été construit dans un contexte qui était quand même assez difficile. Comment est-ce que ça a été comme perçu comme la construction de quelque chose de genre, est-ce que ça a été bien reçu? C'était comme beaucoup de ressources? Moi, je pense que ça a été bien reçu parce qu'on a fait un petit peu la lecture, comment ça s'est passé. Ouais. Les gens venaient travailler le soir après leur journée de travail, souvent bénévolement. Ils partaient de paroisses autour de la ville pour s'en venir donner leur coup de main. Et alors, aujourd'hui, on ne pourrait pas faire des choses comme ça, mais à ce moment-là, c'était acceptable. Alors, c'est comme toute la population qui semble s'être mise en arrière de ce projet-là pour le supporter. OK. Fait que c'était... Il y a beaucoup de bénévolat. Là. Le monde mettait de leur propre temps à la construction. Oui. Y en a-tu de vos familles qui ont peut-être travaillé là-dessus par hasard, juste comme ça? Écoutez, pendant la campagne de financement qu'on a organisée là, il y a quelques années, on a retrouvé du film. Et puis, on a créé un mini-film avec des clips de tout ça. Puis, il y a des gens qui ont reconnu leurs grands-parents dans le film. Ils nous l'ont dit. Et il y a toutes sortes d'histoires par rapport à ça. Je veux dire, un des caméramans ici ce soir nous a dit justement que son grand-père avait travaillé, ou peut-être son arrière-grand-père, avait travaillé sur la cathédrale. Donc, il y a encore dans les familles aujourd'hui
des histoires qui circulent toujours, comme quoi des ancêtres ou des grands-parents ou des arrière-grands-parents avaient travaillé sur l'édifice. Et le financement aussi, on avait mentionné que la campagne de financement avait eu une assez grande portée au niveau de la communauté, que les dons venaient de partout. Mais moi, il y a une histoire à laquelle je pense toujours, c'est que dans les journaux, il y avait même un concours entre les différentes familles, quelle famille pouvait donner le plus de dons. Et c'était souvent les bourgeois qui menaient. Ah là là! Bon, pour prendre le chapeau, là. Bon, ça marche bien, ça. Fait que c'était quand même, ça veut dire que c'était un projet qui était quand même, malgré le fait que c'est un milieu où les francophones, les Acadiens étaient quand même assez minoritaires, ça a quand même été bien reçu quand même, du moins ce que je comprends. Là. Les Acadiens avaient un grand poids démographique dans la ville, mais c'était surtout que beaucoup des structures d'importance étaient menées par des anglophones et que la cathédrale, ça a été comme une sorte de prise de place par laquelle l'Acadie de Moncton s'assumait. Puis ça a été longtemps le plus haut bâtiment de la ville pendant plusieurs décennies, jusqu'à la construction de l'Assomption. Ouais. OK. Il ne faut pas oublier aussi. Puis la tour, c'était pas longtemps après, je pense. Il ne faut pas oublier aussi le premier curé qui a été nommé là en 1914, le père Henri Cormier. Lui aussi, comme Monseigneur Melançon, c'était un homme de vision. Et à chaque fois qu'il avait la chance, il achetait du terrain. Alors, à un moment donné, il y avait le terrain où est Georges Dumont maintenant, le terrain où est l'Université de Moncton. Il a acheté énormément de terrain où ça a permis à des institutions francophones de s'établir. Parce qu'après coup, il y avait du terrain qu'ils pouvaient soit leur vendre ou leur donner. Alors, ça, c'est quand même quelque chose. Il prévoyait le développement des institutions acadiennes. Mais j'allais justement dire que nous allons en première pause. Nous serons de retour dans quelques heures. Merci beaucoup pour votre idée. Merci. À bientôt. Bonsoir et bienvenue à l'émission Astor on jase. Donc, on s'est laissé il y a quelques instants avec la magie de la télé, avec une petite historique de qu'est-ce qu'était l'importance, du moins symbolique et historique, de la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption de Moncton. Et là, à l'instant même, encore aujourd'hui, il y a des efforts de placer pour la restauration puis pour assurer que ce bâtiment reste dans le coin de Moncton, bien sûr. Et je me demandais justement, c'est quoi la genèse d'où ça vient le besoin de vouloir de faire des comités, de faire d'entreprendre un projet d'envergure de cette grandeur-là pour vouloir le garder. C'est venu d'où, ça? C'est venu vous chercher comment? Je pense que au début des années 2000, disons 2010, aux environs de ça, je pense que là, la cathédrale, d'abord, commençait à montrer des signes de vieillesse. Elle avait déjà presque 70 ans et il y avait des problèmes d'entretien. Je pense que Monseigneur pourra en parler plus longuement, mais il y avait un déclin aussi de l'assistance, donc un déclin des revenus, ça devenait très difficile. Puis il y avait une espèce de nuage noir qui planait au-dessus de la cathédrale. Il y avait beaucoup de pessimisme par rapport à son avenir et beaucoup d'inquiétude aussi. Donc je pense que Monseigneur et l'Église cherchaient une solution. Parallèlement à ça, il y avait un intérêt de la part de quelques groupes associatifs de Moncton, notamment la SNA, la Fédération des jeunes, le Conseil provincial des sociétés culturelles. Ces groupes-là ont manifesté un intérêt de co-loger sous un même toit. Et puis là, il y a quelques personnes qui ont eu l'idée, est-ce qu'on pourrait examiner la possibilité de co-loger dans la cathédrale, puis ça permettrait à assurer un certain revenu
qui permettrait de préserver la cathédrale. Et puis je pense que c'est de là qu'est née l'idée. Puis suite à ça, il y a eu une étude de faisabilité qui a été faite et ça a démontré qu'il y avait bel et bien, c'était faisable, ce projet-là. Et donc, c'est à partir de ça que, je pense, puis Monseigneur, corrigez-moi si je me trompe, là, mais c'est à partir de ça que toute la campagne de financement pour la restauration de la cathédrale a été rendue possible. Tout d'un coup, il y avait un projet pour la cathédrale et je pense que les donateurs attendaient ça. Ils voulaient pas nécessairement donner pour sauver une église, mais ils voulaient donner pour sauver un projet communautaire à même une église ou une cathédrale. Puis je pense que ça a été très porteur, puis ça nous a permis de vraiment mener une campagne assez importante avec succès. Et je pense que c'est tout ça là, qui a fait que ça a été possible. Okay. J'ajouterais aussi que le besoin aussi d'emmener des gens dans la cathédrale elle-même, étant donné que les paroissiens sont de moins en moins nombreux, et de pouvoir leur interpréter, valoriser pour eux la valeur patrimoniale et historique du bâtiment aussi. C'était ça l'idée de MR21, c'était justement de ramener les gens à l'intérieur de la cathédrale pour pouvoir reconnaître sa valeur. OK. Quand est venu le temps d'entamer ce projet-là, de faire la différence, est-ce que ça a été un peu compliqué de faire la différence entre sauver une cathédrale versus sauver un héritage patrimonial, un héritage historique de l'Acadie? Ça a-tu été quelque chose qui aurait dû être comme un... Vous pouvez... oui, ça a été... en particulier dans la campagne de financement, quand on demande à la communauté de contribuer, il a fallu positionner la cause et puis on a mis beaucoup d'accent sur la valeur patrimoniale, architecturale de l'édifice et puis son symbolisme aussi. Ça a été un argument important qu'on a fait à la communauté, que c'était pas seulement sauver une église, c'était beaucoup plus que ça. C'était un symbole, c'était un monument avec toute une richesse qui s'y rattachait. Donc, on a misé beaucoup là-dessus, Monseigneur. Alors, je pense que ça a été... Mais disons, comme tu as mentionné, vers les années 2010, il y avait gros de réparations à faire. Ouais. Il y a eu des consultations de fait un peu partout dans le diocèse. Moi, j'étais évêque à Bathurst à ce moment-là, je n'étais pas ici. Et puis, les consultations, ce n'était pas très positif parce qu'on ne voyait pas les moyens de le faire, ni nécessairement la nécessité parce qu'on a quand même suffisamment d'églises. Mais à un moment donné, lorsque je suis arrivé en 2012, au moment de mon installation, j'ai énuméré mes projets. Et le premier que j'ai énuméré, c'est la sauvegarde de la cathédrale, parce que personnellement, j'avais un attachement personnel à ça depuis que j'étais enfant et tout ça. Et à ce moment-là, on est venu me voir, c'est Jean-Marie Nadeau le premier, avec Michel pas longtemps après et d'autres. Ils sont venus voir, est-ce que vous accepteriez un partenariat? Et le partenariat avec le projet de la place cathédrale, ça devenait une solution envisageable pour sauver finalement tout l'édifice, parce que c'est un édifice qui a une valeur historique, patrimoniale, architecturale et tout, et le laisser s'en aller sans être capable de le réparer, me semble que ça aurait été un crime, quelque chose de grave. Et alors, quand les projets sont arrivés, ça a été le moment idéal de se lancer en campagne, parce que, justement, Michel a mentionné, on ne sauvait pas juste une église, on sauvait un lieu historique et on avait quelque chose qu'on voulait faire avec aussi. C'était pas juste sauver de la pierre. Elle devenait beaucoup plus communautaire et, comme a mentionné André, ouverte à la communauté. Et c'est ça qui a fait que qui a fait que dans la campagne, ça a été plus vendeur parce qu'on ne sauvait pas juste une église. On avait des ouvertures, on avait des plans, des projets pour la continuer. C'était bien beau de la réparer. Mais si tu la répares, puis dans 10 ans, il n'y a plus de paroisse, là, il y a des choses qui pourraient se continuer actuellement. Moi, je dis souvent à la place de la cathédrale, avec les locataires, qu'on se rend compte, 1 + 1, ça ne fait pas 2. Dans notre cas, ça
ça fait plus que 2 parce qu'on a choisi, ça aurait été beaucoup plus facile pour les associations d'aller louer un local commercial avec un propriétaire conventionnel, mais on est allé s'installer dans une cathédrale. Puis c'est en grande partie à cause de ça qu'un projet de campagne de financement a pu être monté. Donc, c'est pas juste une question de colocation pour les partenaires locatifs, mais ça s'inscrit dans une vision beaucoup plus grande. Et puis, je pense que ça, c'est important de le dire aussi. Oui, et aussi juste, on a mentionné de rapporter la cathédrale plus proche des gens. Je veux dire, beaucoup des jeunes à Moncton maintenant ont grandi avec cette cathédrale-là dans leur voisinage et ils la remarquent même plus. Et pourtant, elle est énorme. Mais alors, c'est ça, c'est lui donner une nouvelle vie, lui donner la chance de s'inscrire vraiment dans un contexte plus contemporain et d'emmener des nouvelles activités à l'intérieur. Okay. Et ensuite, on rejoint tout à fait la vision du fondateur de Monseigneur Melançon, qui lui voyait pas juste la cathédrale comme l'église centrale de tout le diocèse, c'est ce qu'elle est, mais il voyait la cathédrale comme un centre communautaire de rassemblement des Acadiens. Et puis, pendant des années, on n'a pas pu arriver à réaliser son rêve, mais là, je pense qu'on le fait bien, avec la place de la cathédrale, avec un maire 21. Je pense qu'on réalise le rêve du fondateur. Moi, ce qui me fascine, Monseigneur, à chaque fois que je rentre là, à l'heure du midi, dans la petite cuisine qu'on a aménagée, il y a des jeunes, il y a des moins jeunes, il y a toutes sortes de gens qui sont autour des mêmes tables, qui jasent, qui échangent, qui se racontent des histoires. Puis c'est devenu un lieu vivant, touchant. C'est vraiment un endroit vraiment où il y a une effervescence qui est très, très intéressante. Et je pense que Monseigneur Melançon serait fier. C'est comme si on a brisé un peu les barrières intergénérationnelles. Il y a comme un petit peu de tout le monde. Puis la paroisse est quand même tout à fait respectée parce que faut pas oublier que ces gens-là ont maintenu la cathédrale pour 75 ans. Mais ils continuent leur œuvre paroissiale, ils continuent leur culte, tout leur est permis comme avant. Mais en même temps, il y a toute une autre ouverture aussi qui se fait. Alors moi, je trouve que ça apporte la vie, la vitalité, et ça rend quelque chose d'intéressant autour de la cathédrale. Oui. Et sur ce, nous avons quelques petites images du rez-de-chaussée. Le rez-de-chaussée, depuis qu'il a été ouvert, depuis que les nouveaux locataires qui ont pris la place. Donc, nous allons vous montrer quelques petites images de ce que c'est devenu dans juste quelques instants. On va dire quelques mots pour vous souhaiter la bienvenue. Je me présente, je suis Romain Blanchard, je suis le président du Station Acadie. Station Acadie, c'est l'organisme qui gère cet espace communautaire ici. Donc je vais vous souhaiter la bienvenue dans ce lieu qu'on appelle maintenant Place de la Cathédrale. Au nom des membres et des partenaires de ce projet qui se sont impliqués, je voulais vous remercier de vous être déplacés en grand nombre. On a eu beaucoup de monde depuis 4 heures qui sont passés voir les espaces, puis on est fiers de ça, parce qu'il y a de l'intérêt. Je vais juste aussi vous rappeler, ça fait juste 4 ans qu'on avait annoncé ce projet-là. Ça fait qu'on est vraiment très fiers de finalement être installés, que les organismes qui sont présents ici ont leurs bureaux, sont fonctionnels, et puis on a des espaces où aujourd'hui on est capable de vous accueillir dans des très bonnes conditions. Donc on est très fiers d'avoir réalisé ce projet-là. Donc déjà, on voit qu'il y a déjà de la vie. Ça a déjà prévu. Et là, ça c'est des images qui ont été prises, l'année passée, en 2018.
Maintenant, ça a débuté depuis 2015, mais ça va tellement vite. Il y a tellement de choses qui se sont arrivées depuis le début de ce projet-là. Où sommes-nous rendus avec ça à présent? Où sommes-nous? Où est la cathédrale à présent? Où est-ce qu'on est? Bien, disons, si on dit où est-ce que la cathédrale, je pense que faut à la dire... même place? Oui, à la même place. Mais autour de la cathédrale, on parle de 3 projets, au fond. Ouais. Le projet de la restauration, qui, lui, dépend de la campagne, de la fondation de la campagne de la cathédrale. Ça, c'est un projet en soi. On a le projet Place de la cathédrale, qui est financé non par la fondation, et par un autre moyen. Puis on a MR21, qui est aussi un projet indépendant, qui vient rendre la cathédrale virtuelle et intéressante pour tous les touristes et pour tout le monde. Alors, c'est comme 3 projets qui évoluent tout à fait en même temps. Alors, on essaie d'avoir la synergie, puis synchroniser tout ça. Puis, au niveau, disons, des réparations, bien, en 2015, on a creusé, on a examiné toutes les fondations. En 2016, ça a été l'année où on a commencé à préparer tous les bureaux au sous-sol. Ça a duré au rez-de-chaussée comme 1 an et demi. Cette année, on est en train de faire une grande partie du toit. L'été prochain, on va faire tous les marches en avant de la cathédrale, puis on va être prêt pour que ça soit qu'il n'y ait pas trop d'échafauds pour le congrès mondial. Et puis l'année suivante, en 2020, là, à ce moment-là, on va faire l'autre partie du toit. Alors, au niveau de la restauration, ça se continue. C'est pas fini. Puis il va falloir qu'on relance un peu la campagne, mais ça se continue. Alors, je vais laisser les autres parler pour leur propre projet. Là. Au niveau de Place de la Cathédrale, là, vraiment, on est dans l'organisation. On est en train de s'organiser. On est en train de travailler sur, je vous donne des exemples, on est en train de travailler sur la signalisation à l'intérieur de Place de la Cathédrale. On est en train de travailler sur l'acquisition d'équipements. On est en train de faire l'achat d'un photocopieur, par exemple, qui va être partagé par tous les colocataires. Donc, on est vraiment dans une phase d'organisation, et puis ça va durer encore un petit bout de temps parce qu'on est en train de s'apprivoiser, ça c'est certain. Mais moi, je dirais que ça va très bien dans les circonstances. On n'a pas on loge pas dans un édifice habituel pour des locataires commerciaux. Mais on est, comme je le disais tantôt, vraiment, c'est pour nous, c'est important de contribuer à une cause plus grande. Donc, c'est là qu'on est rendu, nous. Puis, MR21. Oui, MR21, nous, c'est le projet de cathédrale numérique. Alors, ça va être le centre d'interprétation à l'intérieur de la cathédrale. Et nous, ça fait des années que le contenu est en train d'être produit par TKNL, qui est une équipe de production à Montréal. Alors, ce qu'il va y avoir, on aura la chance de parler des différentes installations dans quelques instants, mais nous, on vise une ouverture cet été, juste avant le Congrès mondial acadien, pour la première phase. Okay. Alors, moi, je suis entré en fonction depuis quelques mois, alors tout est en train de se passer tout de suite pour qu'on ouvre bientôt. Monseigneur a dit 3 projets, j'ajouterai un 4e projet, parce que une de nos grandes aspirations, c'est de bâtir éventuellement un atrium. Ah, OK. Puis ça, c'est important, je pense, de le mentionner, Monseigneur, parce que on a imaginé le jour où il y aurait entre la cathédrale et la maison du commerce là, un espace vitré, un espace ouvert sur la communauté qui serait en somme une porte d'entrée dans l'ensemble de l'édifice. Et pour l'instant, on a appelé ça l'atrium. Donc ça, c'est un projet qu'on caresse et puis sur lequel on va continuer de travailler. Ça va peut-être prendre quelques années, mais je pense que c'est important de le garder dans le mix. Dans le cadre. OK, parfait. Donc sur ce, on va prendre une seconde pause. On revient dans quelques instants. Et on va jaser un petit peu de MR21.
Bonsoir et bienvenue à Astor on jase. Ah, ça, je l'ai dit avec un vrai accent. Astor, Astor on jase. Là, tantôt, on a juste effleuré le sujet de qu'est-ce qu'allait être MR21. Monument de la reconnaissance 21? Monument de la reconnaissance au 21e siècle. Comme Monseigneur disait tout à l'heure, le monument de la reconnaissance, c'était le nom original du bâtiment de la cathédrale. Alors, monument de la reconnaissance au 21e siècle, c'est une façon de reprendre ce monument-là et de vraiment le donner, l'inscrire dans le contexte contemporain du 21e siècle. OK. Puis ça nous vient d'où, comme ça aussi, ça vient d'où ce projet-là? Qu'est-ce qui va être ce projet-là? Expliquez-nous ça. Bon, c'est un projet de America Productions, qui est une équipe de production qui habituellement produit des films. C'est Pauline Bourque et Ginette Pellerin. Ginette Pellerin qui a fait le film, justement, on a bâti une cathédrale qu'on a mentionnée tout à l'heure. Et pendant la réalisation de ce film-là, ça se passait parallèlement justement avec les discussions pour Place de la Cathédrale et tout ça, l'idée d'avoir un centre d'interprétation pour ramener les gens à l'intérieur de la cathédrale, justement pour admirer sa valeur patrimoniale, l'idée a fait surface. Et ils sont allés voir comment faire ça, comment construire un centre d'interprétation. On voulait quelque chose qui était vraiment contemporain. Alors finalement, on est tombé sur les technologies numériques et tout ça. Alors on est tombé sur, à l'époque c'était Idéo Cube, qui est une équipe de production à Montréal qui produit du contenu justement pour des centres d'interprétation comme ça. Maintenant, il s'appelle TKNL. Et eux, ils produisent beaucoup de notre contenu. Alors on a un spectacle immersif. Il y a des bornes interactives. Alors, on va voir qu'on mise vraiment sur la technologie de fine pointe. Alors, on se dit la cathédrale numérique, puis on se dit la seule cathédrale numérique au Canada. Alors, ça va être quelque chose de vraiment unique dans la région. Mon Dieu, c'est un projet d'envergure, il n'y en a pas beaucoup. Non, c'est le seul. C'est le seul. Wow. Puis, c'est ça, donc, vous avez présenté de l'information à l'aide de médiums numériques. Et qu'est-ce que vous allez présenter au juste? Qu'est-ce qui va être présenté aux gens? Qu'est-ce qu'ils vont entrer là-dedans? C'est un centre d'interprétation, mais pas nécessairement un musée traditionnel. Là. Non, c'est-à-dire qu'un musée, il faut habituellement avoir une mission d'acquisition d'artefacts et de conservation et tout ça. Nous, c'est plutôt du contenu audiovisuel, comme je disais, qui va être là pour interpréter l'architecture du lieu, le patrimoine du lieu et aussi sa valeur historique. Alors, je sais pas, on avait une fiche tout à l'heure qui peut-être peut lister. Ce serait le moment de l'afficher si on est capable. T'es pas CNN, là. Bon. Voilà. On n'est pas rendu là. T'es pas pire. Hey. Alors voilà, il y a le parcours de découverte, déclenchement. Ça, c'est des puces qui peuvent activer certaines choses avec la proximité des gens au lieu, alors des projections et des environnements sonores qui vont être déclenchés. Ça, c'est pas pour le début. Il y a le spectacle immersif 360 degrés. Ça, on va le voir dès cet été. Ah, OK. Alors là, on voit un peu rapidement des projections vidéo, des projections d'ambiance, des environnements sonores et tout ça, des maquettes interactives. Nous, ce qui est vraiment important à retenir pour cette année, c'est le spectacle immersif 360 degrés et aussi les bornes interactives. Il y aura deux grandes bornes interactives qui nous permettent de nous arrêter sur chacun des carrés des grandes verreries historiques et de les lire un peu comme une bande dessinée. Alors, par exemple, d'un côté, c'est l'histoire civile de l'Acadie. Il y a un carré, un vitrail qui montre la scène où le drapeau acadien a été choisi comme un symbole pour les Acadiens. Mais là, on va être capable de naviguer à travers chacun des carrés comme ça et de les agrandir sur une grande borne. Et les images prennent vie devant nos yeux, un peu comme une bande dessinée. Alors, on voit qu'on a vraiment misé sur une interprétation qui peut être attrayante à toutes les catégories d'âge et qui est interactive et tout ça. Alors, on est très excités de vous le présenter cet été. OK. Puis comme le contenu que vous avez à il y a comme on a jasé depuis tantôt, il y a beaucoup de contenu possible à présenter. Puis, qu'est-ce qui est...
Pardon, mon Dieu, je viens de perdre mon fil d'idée. Pardonnez-moi. Ouais, c'est des choses qui arrivent. Hein. Ça, c'est des choses de la télévision, des fois, ça arrive qu'on n'est pas à CNN. Hein. Pardon. Oui, c'est ça. Comme par exemple, c'est la borne interactive. Vous allez montrer des informations, mais ça va arriver par bloc, genre? Vous allez commencer avec la borne interactive. C'est-à-dire que les bornes interactives, c'est une des installations qu'on va avoir dès le début. Elles sont placées devant les grandes verrières qui sont de chaque côté de la nef. Et donc, on est devant et on est capable de elles sont répliquées sur l'écran. Alors, on peut la prendre, la choisir comme ça. Elle agrandit et on peut lire un peu sur l'historique de cette scène-là. Mais ça, c'est une seule des installations. C'est une installation permanente. Toutes nos installations vont l'être, sauf au moment où il va falloir mettre la technologie à jour parce que ça a quand même une certaine durée. Et c'est ça, l'autre installation qu'on va pouvoir voir dès cette année, c'est le spectacle immersif dans la chapelle. Alors ça, tous les murs, sauf le mur arrière de la chapelle, deviennent des surfaces de projection. Tout a été mesuré digitalement, et ça veut dire même les arches. Alors, le spectacle d'animation a été fait vraiment avec cet espace-là en tête et raconte l'histoire de Monseigneur Melançon et quel est son parcours biographique, puis comment il est venu à réaliser ce projet-là de la cathédrale. OK. OK, puis comment ça va fonctionner? Comme les gens, ils vont entrer là-dedans. Ça va-tu être comme la projection comme 360 que vous avez expliqué un peu? Ça va-tu être partout? Non. Comment ça va fonctionner C'est-à-dire quand les gens vont entrer qu'on là-dedans? reconnaît quand même la valeur patrimoniale du bâtiment tel qu'il est maintenant. Okay. Alors, nous, on se veut des installations non intrusives qui interprètent quand même le contenu. Alors, quand on arrive, nous, on a notre propre billetterie qui sera à gauche en entrant. Et ensuite, il y a un espace d'accueil où il pourrait y avoir des installations temporaires peut-être, sans doute. Et le public va pouvoir se diriger vers la salle de projection qui est dans la chapelle. Et ensuite, pourra se diriger vers les bornes interactives et éventuellement vers les autres installations également. On va aussi avoir du personnel et des bénévoles qui vont pouvoir guider les visiteurs et les faire apprécier les autres éléments. Tellement nombreux, on a parlé des vitraux dédiés aux femmes, des mosaïques dédiées aux Premières Nations, des chapiteaux dédiés aux industries locales. Alors, il y a vraiment énormément de contenu dans cette cathédrale et c'est ce qu'on se donne comme mission d'interpréter pour le public. OK. Et durant qu'il va avoir ces activités-là, est-ce qu'il va encore avoir des cérémonies religieuses ou des spectacles? Comment ça va fonctionner? Disons, les cérémonies religieuses vont continuer, okay. Mais les cérémonies religieuses, c'est quand même limité. C'est le dimanche avant midi, ou tout début du dimanche après-midi au plus. Et puis, il peut arriver un funérail ou l'autre dans la semaine. Mais généralement, il y a une messe dans la semaine, mais ce n'est pas quelque chose qui occupe beaucoup de temps. La messe est à 9 h le matin. Les touristes peuvent arriver à 10 h. Il y a énormément de temps pour les touristes puis d'organisation. Alors, c'est une entente qui se fera entre MR21 et la paroisse. La paroisse religieuse va continuer, mais ça se fait partout ailleurs. Okay. Alors, je ne vois pas qu'on ne pourrait pas capable de le faire. Donc, ça ne devrait pas être un problème. Ça ne devrait pas être un problème. Je suis allé à des grandes églises, puis il y avait des touristes, mais le service continue quand même. Alors, OK. Ouais. Donc, c'est ça. Donc là, nous sommes déjà arrivés à voir comme ce projet, MR21, à l'intérieur. Donc, tantôt, on a parlé un petit peu de où on était. Là, on a parlé de où on est. Maintenant, qu'est-ce qui seraient les prochaines étapes? Qu'est-ce que les prochaines étapes du projet? Où est-ce que vous aimeriez voir le projet dans quelques années, quelques mois? De notre côté, la réponse est simple. Comme cette année, c'est une ouverture partielle avec seulement 2 de nos installations majeures et quelques autres installations temporaires. Dans les années à venir, c'est tout simplement venir ajouter les autres. Il y en a 7 qui sont prévues des installations majeures dans la cathédrale pour MR21. OK. Ouais. Alors, ça va être une installation à la fois, ou peut-être 2 à la fois si on réussit. Okay. Et dans notre cas, c'est un peu la même chose dans le sens qu'on a mis une structure de base en place. On a emménagé dans des locaux. Maintenant, il faut maximiser les bienfaits de ce partenariat-là. Donc, il y a
c'est de la gestion, dans le fond. Il faut améliorer nos systèmes, il faut apprendre à travailler ensemble, il faut apprendre à partager des services, des ressources. Et puis, au cours des prochaines années, ça va être ça. Ça va être vraiment de mettre ces systèmes-là en place. Et c'est quand même beaucoup de travail. OK. Y a-t-il encore beaucoup d'espace libre? Non. Ah non, c'est full Non, house. c'est plein. Puis on a des gens, on sait qu'on a des gens qui voudraient emménager, mais c'est complet. Ah, wow! Ouais. Mon Dieu, c'est comme le rêve de tout locataire. 35 personnes qui travaillent. Oui, il y a une quarantaine de personnes qui travaillent à la place cathédrale. Et puis la SANB, dont le siège social est à Tirocher, a un bureau maintenant. Ils se sont joints à toute l'affaire. Et puis, il y a la librairie Vision, qui est la librairie du diocèse. Et donc, ça occupe certains espaces. Et puis, on a aussi des bureaux, pas des bureaux, des salles qu'on va louer. On a ce qu'on appelle jusqu'à maintenant la salle Jean-Paul II, qui a été légèrement aménagée, mais c'est une grande salle où on peut tenir des réunions quand même assez importantes, là, de 150 à 200 personnes. On a des salles de réunion. Donc, on va mettre ces actifs-là à la disposition de la communauté parce que c'est là, puis c'est disponible pour... mais on est en train d'organiser tout ça. Et donc, ça va se faire dans les prochaines années. Oui, on avait parlé un peu tantôt, on a passé par-dessus rapidement, vous vouliez faire il y a comme une entrée, un atrium, je crois, qui devrait... Est-ce qu'il va y avoir quelque chose là-dedans? Ça va fonctionner comment dans la place de... la vision initiale de l'atrium, c'était de se servir de cette intervention architecturale-là, donc de construire une addition, et que ça servirait d'entrée pour Place de la Cathédrale et peut-être même pour MR21. Ben oui, parce que MR21 va avoir besoin éventuellement, si ça prend de l'ampleur, ils vont avoir besoin d'un espace pour l'entrée, la billetterie, toutes ces choses-là. Maintenant, exactement quelle forme ça va prendre, quelle vocation on pourrait donner à cet espace-là, ça reste à être déterminé. Mais il y a déjà des graines qui ont été semées avec certains bailleurs de fonds. Je voudrais juste mentionner qu'un des grands défis de notre projet collectif, c'est d'aller chercher des sous gouvernementaux. Ça, c'est important de le mentionner. Je dirais 98 à 99% de l'argent qui a été collecté jusqu'à maintenant, c'est venu de sources privées. Les gouvernements sont un peu réticents à investir dans des lieux religieux pour toutes sortes de raisons. Je ne vais pas aller là-dedans aujourd'hui, mais il y a quand même une réticence. Alors nous, ce qu'on va essayer de faire en ce qui concerne l'Atrium, c'est de convaincre les gouvernements que c'est un ajout. Nous, on est un centre communautaire à l'intérieur d'une église et donc on va essayer d'aller chercher des sous de sources publiques pour nous aider avec ce projet-là. Okay. Ouais, la même chose se produit pour nous, parce que MR21, on est un organisme à but non lucratif laïque aussi. Alors, c'est la même chose, on est dans l'Église, mais on a une vocation dédiée au patrimoine et à la valorisation et au tourisme. Alors, c'est ça, on espère aussi explorer ces voies-là. Le bâtiment est devenu un lieu patrimonial, c'est ça? C'est un lieu patrimonial maintenant. On a reçu la désignation d'un lieu historique national, patrimonial. Okay. Ça a été mis officiellement au 15 août l'an passé. Maintenant, la reconnaissance officielle se fera au 15 août cette année, au moment du Congrès mondial Acadia. Après la messe habituelle du 15 août, à l'extérieur, il y aura le dévoilement de la plaque
Et puis, il y aura bien sûr des dignitaires de Parc Canada, du gouvernement, et puis de différents groupes qui seront là prendre la parole pendant quelques minutes. Et alors, ça sera une célébration qui va se dérouler dans le cadre du Congrès mondial acadien parce qu'ils sont très heureux de nous aider à organiser toute cette partie-là, le Congrès mondial acadien. Alors, moi, je suis très heureux de ça parce que c'est le résultat d'un travail. Moi, je suis arrivé au diocèse en 2012. C'était commencé avant moi pour demander la désignation, puis on fait juste la voir. Alors, ça veut dire au moins 7 ans. Puis il y a des gens qui ont travaillé très, très, très fort pour obtenir cette désignation-là. Puis ils n'ont pas arrêté, ils ont continué, talonné. Finalement, on l'a obtenu. Alors, c'est bon. OK. Un autre projet d'avenir que moi, auquel je pense, c'est éventuellement un éclairage de la cathédrale, une mise en valeur de la cathédrale par la lumière. OK. Déjà, quand le clocher est allumé, moi, je suis un gars de Moncton, puis quand je vois ce clocher-là allumé, c'est comme un sentiment très particulier. C'est comme si je suis chez nous. C'est très fort comme sentiment. Puis j'imagine un jour où on pourra, avec de la technologie, faire un éclairage beaucoup plus sophistiqué de la cathédrale, la mettre en valeur le soir. Et ça, je pense que c'est populaire dans beaucoup de villes à travers le monde et je pense que c'est quelque chose qui est très possible comme projet d'avenir. OK, j'essaie d'imaginer ce que vous expliquez. Puis je crois qu'ils font quelque chose du genre sur les basiliques à Montréal, hein, des spectacles de lumière. Ben, c'est pas autant des spectacles de lumière, c'est un éclairage permanent. Juste à chaque soir, il y aurait des éléments lumineux qui viendraient mettre en valeur la cathédrale et viendraient la présenter dans toute sa splendeur, mais le soir. Et je pense que ça, ça serait une grande fierté pour Moncton parce qu'à chaque fois qu'on passerait le soir, on verrait ce monument-là illuminé. Ça serait magnifique. C'est qu'on le voit de loin aussi. Quand on arrive à Moncton, dans Notre-Chediac ou les différents endroits, on voit la cathédrale. Mais si c'était illuminé, tout un autre caractère. Il y a quelque chose à faire. Il y a quelque chose à faire. Ouais. Puis nous, ça emmènera les gens parce qu'on veut devenir vraiment une attraction touristique majeure dans la région. Parfait, c'est bon. Sur ce, écoutez, c'est ce qui va terminer notre émission de ce soir. On espère que vous avez trouvé ça intéressant. On espère que vous avez appris de tout, de tout ce qu'on a parlé, d'histoire, de projets, de futur. J'espère que vous avez aimé ça. Je vous remercie énormément d'avoir accepté à l'émission, d'être venu à l'émission. Et j'aimerais également remercier énormément tous les bénévoles qui sont avec nous ce soir, derrière les caméras et à la production. Un gros merci. À la prochaine. Merci d'avoir été là. Au revoir.